Le vent glacial de janvier coupait les rues étroites de Montreuil comme une lame affûtée. À 63 ans, je marchais lentement le long de l'avenue de la Résistance, portant 2 sacs du Monoprix. Mes doigts, rougis par le froid, tremblaient, tandis que je cherchais mes clés dans la poche de mon manteau usé. 40 ans passés dans le même appartement de 2 pièces au 3e étage. 40 ans d'une vie simple, mais digne. J'avais travaillé comme aide cuisinière au restaurant Le Petit Marché pendant des décennies, économisant chaque euro pour élever mon fils unique, Adrien. Je n'ai jamais été du genre à me plaindre, même pendant les hivers rigoureux où le chauffage suffisait à peine. Je pensais qu'à 63 ans, j'aurais un peu de paix. Mais tout s'est effondré un matin glacial lorsque j'ai découvert que mon propre fils avait d'autres projets pour notre vie. Des projets qui ne m'incluaient pas. L'ingratitude a le goût amer de l'hiver parisien, et j'étais sur le point de l'expérimenter de la manière la plus cruelle possible. « Maman, tu es là ?» La voix d'Adrien résonna du petit salon lorsque je poussai la porte d'entrée. Mon fils de 34 ans était revenu vivre avec moi 6 mois plus tôt, après une autre relation ratée et des problèmes financiers qu'il n'expliquait jamais clairement. « Je suis là, mon chéri, » répondis-je, accrochant mon manteau au porte-manteau. J'avais apporté du pain frais de la boulangerie de Monsieur Karim, comme je le faisais tous les matins depuis des années. Adrien était assis sur le canapé délavé, son ordinateur portable sur les genoux, des dizaines d'onglets ouverts sur le navigateur. Ces derniers mois, il était scotché à l'écran, parlant d'opportunités d'investissement et d'économie collaborative. Je ne comprenais jamais très bien, mais je voyais l'éclat ambitieux dans ses yeux. Le même éclat qu'il avait enfant quand il voulait un jouet cher que je ne pouvais pas lui acheter. Il y avait quelque chose de différent dans l'air aujourd'hui. Une tension qui faisait accélérer mon cœur sans raison apparente. « Maman, il faut qu'on parle. » Sa voix sonna différemment, plus sérieuse. Je sentis un pincement au cœur. Je connaissais ce ton. C'était le même qu'il utilisait petit, avant d'avouer une bêtise. Je m'assis dans le fauteuil en velours marron que j'avais acheté d'occasion il y a plus de 20 ans. « Qu'est-ce qu'il y a, Adrien ?» Il ferma son ordinateur portable et se pencha en avant. « Écoute, j'ai une opportunité incroyable, un investissement qui peut changer notre vie. Mais je dois rénover cet appartement, le transformer en quelque chose de moderne, tu sais, pour Airbnb, des touristes. » Je fronçai les sourcils. Pendant des décennies de travail, à économiser chaque euro, je n'avais jamais pensé à notre petit foyer comme à quelque chose qui aurait besoin d'être transformé. C'était simple, mais il avait une histoire. Les murs écaillés gardaient là-dedans les souvenirs d'Adrien enfant courant dans les couloirs, des nuits passées à étudier à la table de la cuisine, de Noël modestes mais heureux. « Mais c'est notre maison, Adrien, là où tu as grandi. » Exactement le problème, maman. Il se leva, commençant à arpenter le petit salon. « Tout est vieux, dépassé. Les touristes veulent quelque chose de chic, de moderne. Instagram, tu sais. » Je ne savais pas. Je n'avais jamais eu de smartphone. Je n'avais jamais compris cette obsession pour les photos et les apparences. Pour moi, un foyer était défini par la chaleur humaine, pas par la décoration. Et où irais-je pendant cette rénovation ? La question sortit de ma bouche comme un murmure, mais je connaissais déjà la réponse à la façon dont il évitait mon regard. Adrien s'arrêta de marcher. Le silence s'étira de longues secondes, brisé seulement par le bruit de la circulation sur l'avenue en contrebas. « Eh bien, j'ai pensé que peut-être qu'il était temps pour toi d'avoir ta propre indépendance. Tu as ta retraite, tu peux louer un studio. » Les mots me frappèrent comme un coup de poing à l'estomac, me coupant le souffle. Pendant toutes ces années, à l'élever seule, après que son père nous ait abandonnés, à faire des doubles équipes pour payer ses vêtements, ses livres d'école, ses rêves, et maintenant il parlait d'indépendance, comme si j'étais un fardeau.
Adrien, c'est ma maison aussi. Je paie la moitié du loyer. Ah, à ce propos? Il retourna au canapé, évitant mon regard. J'ai déjà parlé au propriétaire. J'ai tout transféré à mon nom. Ce sera plus facile pour les procédures légales d'Airbnb. Mon monde sembla s'effondrer. Tu as fait quoi? C'était pour simplifier, maman. Moins de bureaucratie. Et maintenant, avec la rénovation, ce serait vraiment mieux si je quittais ma propre maison. Ma voix sortit plus faible qu'un murmure. Ce n'est pas pour toujours. Quand l'affaire décollera, on pourra acheter quelque chose de plus grand, de mieux pour nous deux. Je regardais mon fils, ses yeux bleus qu'il avait hérités de moi, les mains que j'avais tenues quand il fit ses premiers pas. Cette nuit-là, je n'arrivais pas à dormir. Le vieux radiateur faisait ses bruits familiers, mais maintenant, il sonnait comme une lamentation. Par la fenêtre de la chambre, je voyais les immeubles de Montreuil sous la neige qui commençait à tomber, de gros flocons qui transformaient à fois la périphérie grise en quelque chose de presque poétique. Le lendemain matin, Adrien partit tôt, laissant un mot sur la table de la cuisine. « Maman, j'ai trouvé des studios pas chers à Saint-Denis. Je vais les visiter cet après-midi. Je t'aime. » Je pliai le papier avec soin et le rangeai dans le tiroir où je gardais de vieilles factures et des photos délavées. Puis, méthodiquement, je commençai à ranger mes affaires. Je n'avais pas grand-chose. Quelques vêtements, des livres de recettes, des photos d'Adrien à différents âges, mon ancien chapelet, des documents importants. Quand il revint en fin d'après-midi, il me trouva assise dans le fauteuil, avec une petite valise à mes pieds. « Déjà ?» La surprise dans sa voix était sincère. « Tu as raison, Adrien. Il est temps pour moi d'avoir mon indépendance. » Je me levai lentement, mes genoux protestant contre le froid qui pénétrait déjà par les fenêtres mal isolées. J'ai laissé quelques recettes dans le frigo, et le numéro du médecin est dans l'agenda à côté du téléphone. Ma voix sonnait étrangement calme, comme si je donnais des instructions à une baby-sitter avant de partir au travail. « Maman, tu n'as pas besoin de partir aujourd'hui. Il neige. » Je m'arrêtai à la porte et me retournai. Un instant, je revis le petit garçon de 5 ans qui pleurait quand j'allais travailler, qui s'agrippait à mes jambes en me suppliant de ne pas partir. Mais maintenant, c'était un homme de 34 ans qui préférait des touristes inconnus à sa propre mère. « Adrien, j'ai passé 40 ans dans cette maison à t'élever, à te protéger, à t'aimer. Je pensais que ça signifiait quelque chose. »« Que ça signifie! Bien sûr que ça signifie !» cria-t-il, mais ces mots sonnaient notre dans l'appartement qui allait bientôt être transformé en marchandise touristique. « Alors pourquoi est-ce si facile pour toi de me renvoyer ?» Il ne répondit pas, et je savais qu'il n'y avait pas de réponse qui justifierait l'injustifiable. Je descendis les escaliers pour la dernière fois, mes pas résonnant dans la cage d'escalier comme un tambour funèbre sonnant pour ma vie d'avant. 40 ans de souvenirs restaient derrière moi. Les courses matinales pour emmener Adrien à l'école. Les nuits à étudier avec lui, à la table de la cuisine. Les dimanches paresseux à regarder de vieux films à la petite télévision. À l'entrée de l'immeuble, je m'arrêtai et levai les yeux. À la fenêtre du 3e étage, je vis la silhouette d'Adrien me regardant partir. Pendant 1 seconde, nos regards se croisèrent à travers la vitre embuée par la condensation. Je vis quelque chose qui aurait pu être du regret dans ses yeux, mais c'était peut-être seulement le reflet de la lumière du lampadaire. La neige continuait de tomber, couvrant mes pas, tandis que je marchais vers la station de métro, portant 4 décennies de vie dans une petite valise. La ligne 9 du métro était presque vide à cette heure. Je m'assis près de la fenêtre et observais les stations défiler. Croix de Chavaux, Mairie de Montreuil, Robespierre, des noms familiers qui sonnaient maintenant comme des adieux. Ma respiration embuait la vitre glacée, tandis que j'essayais de digérer ce qui s'était passé. Comment en sommes-nous arrivés là? Où ai-je échoué dans l'éducation de mon fils? Peut-être était-ce trop de protection, trop de gâterie, trop
trop de sacrifices. Peut-être qu'en lui donnant tout de moi, je ne lui avais pas appris la valeur des choses, le poids des responsabilités, l'importance de la gratitude. Une dame âgée assise en face de moi me regardait, avec sympathie, comme si elle reconnaissait en moi une égale. Une autre femme portant le poids de décisions d'autrui. Quand le train s'arrêta à République, elle descendit et me tapota gentiment l'épaule. « Courage, madame !» murmura-t-elle avant de disparaître dans la foule. Saint-Denis la nuit avait une atmosphère différente de Montreuil. Plus urbaine, plus brute, plus honnête sur sa précarité. Je marchais dans les rues mouillées par la neige fondue, cherchant l'adresse que j'avais notée sur un papier froissé, le foyer municipal qu'une assistante sociale avait mentionné lors d'une conversation désinvolte des années auparavant, quand je croyais encore que je n'aurais jamais besoin de cette information. L'ironie de la vie. À 63 ans, je découvrais que la connaissance sur l'extrême pauvreté n'était pas optionnelle, mais nécessaire. Le vent coupait mon visage comme de petits couteaux de glace, et je tirais mon écharpe plus près de mon cou. Des femmes de mon âge ne devraient pas errer dans les rues, en hiver parisien. Mais me voici, apprenant que « devrait » est un mot sans poids quand la réalité frappe à la porte. Ou plutôt, quand la réalité vous expulse par la porte. Le foyer se trouvait dans une rue étroite, coincée entre un kebab ouvert 24h/24 et une laverie automatique où quelques sans-abri cherchaient de la chaleur parmi les machines bruyantes. La plaque sur la porte était délavée. Centre d'hébergement d'urgence, Saint-Denis. Je poussais la porte de verre dépolie à 20h, quand les flocons de neige s'étaient déjà transformés en une tempête silencieuse qui couvrait tout Paris d'un manteau blanc de fausse pureté. « Bonsoir, madame. » La réceptionniste, une femme maigre aux cernes profonds, ne leva même pas les yeux de ses papiers. « Première fois ? » ?»« Oui. » Le mot sortit de ma gorge comme une confession. « Nom complet, date de naissance, dernière adresse. » Je répondis machinalement, comme si c'était une consultation médicale. La bureaucratie de la pauvreté soudaine avait ses protocoles froids et efficaces. « Vous avez des enfants ? » La question me frappa comme une gifle. J'avais... Oui, un fils. Les mots sortirent confus, reflétant ma propre confusion sur le statut de notre relation. Étais-je encore la mère d'Adrien ? Ou avais-je perdu ce titre avec mon foyer ? La femme leva enfin les yeux, et un instant je vis en eux un éclair de compréhension qui me dit que mon histoire n'était pas unique. « Madame, ici on demande juste pour savoir si quelqu'un peut vous aider. On ne juge pas. » Il ne peut pas m'aider. Les mots sortirent plus secs que je ne l'aurais voulu. Mais c'était la vérité la plus pure que je pouvais offrir. Le dortoir se trouvait au 2e étage, 20 lits de fer alignés, chacun avec une petite armoire à côté. L'odeur était un mélange de désinfectant, de linge humide et d'humanité concentrée. Je reçus le lit 14, près de la fenêtre qui donnait sur la cour intérieure, où poussait un arbre solitaire, nu et résilient contre l'hiver. Comme j'essaierais de l'être. « Vous êtes nouvelle !» La voix venait du lit 13. Une femme d'environ 70 ans, les cheveux blancs peignés avec soin malgré les circonstances, tendait la main. « Simone. »« Marguerite ?» répondis-je, serrant sa main froide mais ferme. « C'était aussi la famille ?» La question me prit au dépourvu. « Comment savez-vous ?» Toutes celles de notre âge ici ont été mises dehors par la famille. Fils, mari, petite-fille. Quelqu'un qui a décidé que nous étions un fardeau. Simone désigna discrètement d'autres femmes plus âgées, éparpillées dans le dortoir. Claire, lit 8, a été expulsée par sa belle-fille. Fatima, là près de la porte, son fils s'est marié et a dit qu'il n'y avait pas de place pour 2 femmes à la maison. Anne-Marie a perdu l'appartement quand son fils a cessé de payer le loyer en son nom. Je m'assis sur le lit, le matelas fin cédant sous mon poids. Le tissu rêche de la couverture érafla ma peau,
quand je la tirai jusqu'au menton. « Et vous ?» Ma fille m'a placée dans une maison de retraite quand elle a commencé à rénover ma maison pour la vendre. Je me suis échappée la semaine dernière. Simone sourit, mais il y avait une profonde tristesse dans ses yeux marrons, comme d'anciens puits, où l'eau ne reflète plus la lumière. 40 ans à payer un prêt immobilier. 3 enfants élevés seuls après la mort de leur père. Et au final, j'ai découvert que l'amour d'une mère n'est pas une garantie de l'amour d'un enfant. Ces mots résonnèrent en moi comme des cloches sonnant un requiem pour des illusions perdues. La nuit au refuge fut longue et cruelle. Le matelas était dur comme la pierre. La couverture sentait le moisi et le détergent bon marché. Et les sons, tout, pleurs étouffés, conversations murmurées, ronflements irréguliers, créaient une symphonie mélancolique de l'exclusion sociale. Je restais éveillée à regarder le plafond taché par des années d'humidité, pensant à Adrien enfant, quand il faisait des cauchemars et courait dans mon lit. Comment les rôles s'étaient-ils inversés, si drastiquement? Quand le garçon qui me suppliait de ne pas partir, s'était-il transformé en l'homme qui m'avait expulsé dans le froid? À 6 heures du matin, une cloche sonna, annonçant le petit déjeuner. Je descendis à la salle à manger au rez-de-chaussée, avec les autres femmes, toutes marchant comme des fantômes de vies antérieures. Le café était dilué, le pain dur, la margarine rance, mais c'était de la nourriture chaude par un matin glacial. Je m'assis à côté de Simone, qui lisait un vieil exemplaire du Figaro trouvé quelque part. « Vous avez des projets ?» demanda-t-elle, tournant une page jaunie. « Je ne sais pas. Je n'aurais jamais cru, je n'aurais jamais imaginé être dans une telle situation. Aucune de nous ne l'a imaginé. J'étais professeur de littérature, vous savez. 30 ans à enseigner, une retraite décente, ma propre maison. Je pensais avoir tout planifié. » Elle rit amèrement. La vie a un sens de l'humour cruel. Une employée s'approcha de notre table. « Madame Dubois, vous avez un message à la réception. » Mon cœur s'accéléra. Serait-ce Adrien? Aurait-il réalisé l'erreur qu'il avait commise pendant la nuit solitaire? Je descendis les escaliers, les jambes tremblantes. Je ne savais pas si c'était de froid ou d'appréhension. À la réception, une femme différente de la veille, plus jeune, avec un sourire sincère qui semblait hors de propos dans cet environnement, me tendit un papier plié. « Votre voisine a laissé ça plus tôt. » C'était Madame Petit, du 2e étage, une dame portugaise qui avait toujours été gentille avec moi. Le message était manuscrit, d'une écriture tremblante. « Chère Marguerite, je n'ai pas pu dormir en pensant à vous. Adrien a passé toute la nuit à marcher dans l'appartement. Ce matin, j'ai vu un homme d'EDF monter les escaliers, avec une lettre recommandée. Ça avait l'air sérieux. J'espère que vous allez bien. Vous avez toujours été une bonne voisine et une mère dévouée. Avec affection, Maria Petit. » Ma respiration se bloqua dans ma gorge. EDF était la compagnie électrique française. Une lettre recommandée n'était jamais une bonne nouvelle, surtout quand il s'agissait de factures d'électricité. Je retournai à la salle à manger avec la lettre à la main, mais je ne pouvais plus avaler le pain sec. Simone me regarda avec curiosité. « Mauvaise nouvelle ? Je ne sais pas encore. Peut-être. » Je passai le reste de la matinée dans la cour intérieure du refuge, observant l'arbre nu se balancer dans le vent glacial. À 11 heures, mon vieux téléphone sonna. C'était un numéro que je connaissais par cœur, le numéro de la maison qui avait été la mienne pendant 40 ans. Je le laissai sonner jusqu'à ce qu'il s'arrête. 5 minutes plus tard, il sonna à nouveau. Cette fois, je répondis. « Maman ?» La voix d'Adrien sonnait désespérée, différente de la froideur calculée de la veille. « Maman, s'il te plaît, ne raccroche pas. J'ai besoin. Quelque chose de terrible est arrivé. »« Qu'est-ce qu'il y a, Adrien ?» Ma voix sortit contrôlée, presque indifférente. « La facture d'électricité.
Une facture de 3500 € est arrivée. 3500! Je ne comprends pas. C'est impossible. Je fermai les yeux et ressentis quelque chose comme un soulagement mêlé d'une amère satisfaction. Quand tu as tout transféré à ton nom, tu as aussi assumé toutes les responsabilités. Ma voix sonnait plus calme que je ne me sentais. Mais maman, c'est impossible de dépenser autant d'électricité. Ce doit être une erreur d'EDF. Peut-être que ça a à voir avec tous ces chauffages que tu as allumés pour les touristes qui ne sont jamais venus. Il y eut un silence de l'autre côté de la ligne. Comment tu sais pour les touristes? Parce que je te connais, Adrien. Je connais tes rêves grandioses et ton manque de planification. Je connais ta hâte de te débarrasser de ce que tu considères comme des obstacles. Maman, s'il te plaît, rentre à la maison. On peut régler ça ensemble. La maison? Je croyais que la maison était maintenant un investissement pour Airbnb. J'ai fait une terrible erreur. J'ai besoin de toi. Tu avais besoin de moi hier, quand tu m'as mise à la rue. Aujourd'hui, tu as besoin de mon argent pour payer tes factures. Je raccrochais le téléphone, les mains tremblantes, non pas de froid, mais d'une colère que je ne savais même pas exister en moi. La justice vient parfois sous la forme d'une facture d'électricité exorbitante. Je passais le reste de la journée à marcher dans les rues de Saint-Denis, essayant de digérer l'appel d'Adrien. 3500 €, presque 2 mois de ma retraite. L'ironie était cruelle. Mon fils m'avait expulsé pour transformer notre maison en une entreprise lucrative. Mais sa cupidité s'était retournée contre lui sous la forme d'une facture astronomique. Je retournais au refuge en fin d'après-midi, épuisée physiquement et émotionnellement. Simone était à la salle à manger, buvant un thé dilué. « Comment s'est passée la journée ?» demanda-t-elle, remarquant mon expression. « Compliqué. Mon fils m'a appelé. Il a des problèmes financiers. Ah, maintenant il se souvient que vous existez. » Il y avait une sagesse amère dans sa voix. « C'est toujours comme ça. Ils nous jettent quand ça les arrange. Ils nous cherchent quand ils ont besoin. » Je m'assis à côté d'elle, acceptant une tasse de thé insipide. Vous savez ce qui est pire? Pendant un instant, j'ai presque eu pitié de lui. C'est normal. Nous sommes des mères. Notre instinct est de protéger, même quand il nous blesse. Le téléphone sonna à nouveau pendant le dîner. Cette fois, ce n'était pas Adrien, mais un numéro inconnu. J'hésitais à répondre. « Madame Dubois, ici Laurent Mercier, de l'assistance sociale de Montreuil. Votre fils m'a contacté aujourd'hui. Il est assez désespéré. » Ma première réaction fut l'irritation. Adrien utilisait même les services sociaux pour me faire pression. « Et qu'est-ce que cela a à voir avec vous, monsieur ? » « Madame, je comprends votre situation. J'ai de l'expérience avec des cas similaires, des familles qui se fragmentent pour des questions financières. » Sa voix était professionnelle, mais douce. « J'aimerais vous parler. Non pas pour vous convaincre de revenir, mais pour vous aider à comprendre vos droits. » Nous fixâmes un rendez-vous pour le lendemain. Après avoir raccroché, Simone me regarda curieusement. « Assistante sociale ? » Oui. Apparemment, mon fils ne gère pas très bien les conséquences de ses choix. Il ne gère jamais. C'est pour ça qu'ils nous ont, pour nettoyer leurs dégâts. Le lendemain matin, je rencontrai Laurent Mercier dans un petit café près du refuge. C'était un homme d'une 50aine d'années, aux cheveux gris, aux yeux bienveillants, mais fatigué. Quelqu'un qui avait vu beaucoup d'histoires comme la mienne. « Madame Dubois, votre fils m'a contacté en désespoir. La facture d'électricité, les dettes qui se sont accumulées. » Il remua lentement le sucre dans son café. « Mais je ne suis pas venu ici pour vous demander de revenir. Je suis venu parce que j'ai réalisé que vous ne connaissiez peut-être pas tous vos droits. » Il sortit quelques papiers de sa mallette. « Vous avez droit à une aide au logement,
une aide pour les personnes âgées, en situation de vulnérabilité. Nous pouvons trouver une solution qui ne dépende pas de la bonne volonté de votre fils. » Je regardais les formulaires avec un mélange de soulagement et d'humiliation. À 63 ans, j'apprenais l'existence d'aides sociales dont je n'aurais jamais imaginé avoir besoin. « C'est étrange, » murmurai-je. « J'ai travaillé toute ma vie. J'ai élevé mon fils seul. Je me suis toujours tenue avec dignité. Et maintenant, vous apprenez que la dignité n'a pas d'âge pour être reconquise, » compléta Laurent. « Madame, je vois des cas comme le vôtre toutes les semaines. Des pères et des mères âgés, abandonnés par des enfants qui ne pensent qu'à eux. La différence est que certains se livrent à l'amertume, d'autres trouvent une force qu'ils ne savaient même pas avoir. » Il me tendit une carte. « Appelez-moi quand vous déciderez ce que vous voulez faire, mais sachez que vous avez d'autres options que de dépendre d'Adrien. » Je retournais au refuge avec une sensation étrange. Pour la première fois depuis des jours, je sentais qu'il existait peut-être un avenir au-delà de ma douleur. Dans l'après-midi, j'aidais dans la cuisine du refuge, épluchant des pommes de terre et coupant des légumes. Le travail manuel me calmait, me rappelait que j'étais encore utile, que je pouvais encore contribuer. « Vous avez le coup de main », commenta la cuisinière, une femme robuste nommée Denise. « Vous avez déjà travaillé en cuisine. »« 40 ans !» répondis-je avec une fierté que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. « Aide cuisinière au petit marché. À 19h, mon téléphone sonna de nouveau. Cette fois, je reconnus le numéro. C'était Madame Petit. « Marguerite, ma chérie, comment allez-vous ?»« Je survis, Maria. Et vous ?»« Inquiète pour vous. Et aussi pour votre fils. Il n'est pas sorti de l'appartement aujourd'hui. J'ai vu par la fenêtre. Il est assis dans la cuisine, regardant dans le vide. » Une pointe de douleur me traversa la poitrine. Aussi blessée que je fusse, j'étais toujours mère. Il a essayé de m'appeler plusieurs fois. « Il est désolé, Marguerite. Hier soir, je l'ai entendu pleurer. Vraiment pleurer. Comme quand il était enfant et que vous travailliez tard. Je fermais les yeux, me souvenant des nuits où j'arrivais à la maison et trouvais Adrien endormi dans le fauteuil, m'attendant. Le regret ne défait pas ce qui a été fait, Maria. Non, mais parfois c'est le premier pas pour réparer. Après avoir raccroché, je restais à penser à ces mots. Adrien était-il vraiment désolé ou juste désespéré par les dettes? La nuit fut plus tranquille que les précédentes. Je conversais avec d'autres femmes du dortoir, écoutant leurs histoires d'abandon et de nouveaux départs. Claire, 71 ans, me raconta comment elle avait découvert une nouvelle passion pour la peinture après que sa belle-fille l'eut expulsée. « Vous savez ce que j'ai découvert, Marguerite, que quand on perd tout, on se libère aussi de tout. Je n'ai plus personne à satisfaire, aucune attente à remplir. Pour la première fois depuis des décennies, je peux faire ce que je veux. » Ces mots résonnèrent dans mon esprit, tandis que je regardais par la fenêtre du dortoir. Dehors, la neige avait cessé, et quelques étoiles apparaissaient entre les nuages. Peut-être que Claire avait raison. Peut-être que la liberté venait déguisée en abandon. Mon téléphone vibra avec un message d'Adrien. « Maman, je t'aime. Pardon pour tout. S'il te plaît, donne-moi une chance de réparer. » Je rangeais le téléphone sans répondre. Certaines blessures ont besoin de temps pour cicatriser, avant qu'un pardon ne soit possible. Je me réveillais le lendemain matin avec une sensation différente. Ce n'était pas de l'espoir exactement, mais quelque chose de semblable à de la détermination. Laurent Mercier avait organisé une réunion pour me montrer un petit appartement à Bagnolet qui pourrait être le mien grâce aux aides sociales. Pour la première fois depuis une semaine, je pris une douche calmement, me peignais les cheveux, avec soin, et enfilai ma plus belle blouse. Simone remarqua le changement. « Vous avez l'air différente aujourd'hui. »
Peut-être parce que j'ai enfin compris quelque chose, répondis-je, pliant soigneusement ma literie. J'ai compris que ma valeur en tant que personne ne dépend pas de l'approbation de mon fils. L'appartement était au 4e étage d'un immeuble simple, mais il avait quelque chose que notre vieille maison à Montreuil n'avait jamais eu. Il était entièrement le mien. 35 mètres carrés de possibilités, une fenêtre donnant sur une petite cour où poussaient des plantes résistantes à l'hiver, une cuisine minuscule, mais fonctionnelle. « C'est parfait !» dis-je à Laurent, et pour la première fois depuis des jours, je souris sincèrement. Les papiers furent mal signés un jeudi après-midi. Pendant que je paraphais les documents qui garantissaient mon indépendance, mon téléphone sonna sans cesse. Adrien tentant de me contacter. Je ne répondis pas. L'heure était venue pour lui d'apprendre que les conséquences ne peuvent être annulées par des larmes tardives. « Madame Dubois », dit Laurent en rangeant les papiers. « Puis-je faire une observation personnelle ?» Bien sûr. En 15 ans à travailler avec des familles en crise, je vois rarement quelqu'un de votre âge trouver autant de force pour recommencer. La plupart se livrent à l'amertume ou retournent à des situations toxiques par peur de la solitude. Peut-être parce que j'ai enfin compris que solitude et abandon sont des choses différentes. Je suis seule, mais pas abandonnée. J'ai abandonné une situation qui me faisait du mal. En revenant au refuge, je m'arrêtais chez un fleuriste et achetais un petit pot de violettes. Elles seraient les premières locataires de mon nouveau foyer. Les fleurs coûtèrent 10 € que je ne pouvais pas dépenser, mais certaines choses valent plus que l'argent. Le déménagement eut lieu un samedi gris de février. Simone et d'autres femmes du refuge m'aidèrent à transporter ma valise et quelques petites choses que j'avais achetées. Des assiettes simples, une nouvelle couverture, une casserole. « Vous allez nous manquer ?» plaisanta Claire tandis que nous montions les escaliers. « La compagnie de vous me manquera, mais pas les circonstances qui nous ont réunis. » Je plaçais les violettes sur le rebord de la fenêtre de la cuisine et observais comment la faible lumière de l'hiver parisien les éclairait. L'appartement était vide, mais je ne me sentais pas vide. Pour la première fois depuis des mois, je me sentais chez moi. Vers 18 h, alors que je préparais un thé simple dans ma cuisine minuscule, la sonnette retentit. Mon cœur s'emballa. Serait-ce Adrien? Avait-il découvert mon adresse? Je regardai par le judas et vis Madame Petit, portant un panier. « Surprise !» dit-elle quand j'ouvris la porte. « J'ai apporté quelques petites choses pour votre nouvelle maison. » Le panier contenait du pain frais, du fromage, un petit vin et des biscuits faits maison. « Maria, vous n'auriez pas dû… » Bien sûr que si, les voisins prennent soin les uns des autres. Elle regarda autour de l'appartement, avec approbation. C'est petit, mais il y a une bonne lumière. Et le meilleur de tout, c'est à vous. Nous nous assîmes sur ma seule chaise et à même le sol du salon, partageant le vin et parlant de choses simples, le temps, les prix au marché, les commérages du quartier. C'était la première conversation normale que j'avais depuis des semaines, sans drame, sans douleur, sans poids émotionnel. « Adrien a demandé de vos nouvelles hier », dit Maria nonchalamment. « Et qu'avez-vous répondu ?»« Que vous alliez bien, que vous aviez trouvé votre propre place, et que peut-être il devrait réfléchir à ses choix avant de vous chercher à nouveau. » Je souris. Maria avait toujours su comment gérer les situations délicates. « Il a été surpris ? » ?»« Il l'a été. Je pense qu'il s'attendait à ce que vous reveniez en courant quand il le voudrait. Certains enfants mettent du temps à comprendre que les mères ont aussi des limites. Après son départ, je restais seule dans mon petit royaume, écoutant les sons de la ville à travers la fenêtre ouverte. 2 semaines passèrent dans une paix relative. J'établis une routine simple. Je me levais tôt, prenais mon café en regardant la cour, marchais jusqu'au marché pour acheter des ingrédients frais, cuisinais des repas modestes mais savoureux, lisais des livres empruntés à la bibliothèque locale.
Laurent me mit en contact avec une association qui avait besoin de bénévoles pour cuisiner dans un centre communautaire. 2 fois par semaine, je préparais des repas pour des personnes âgées solitaires comme je l'avais été. C'était réconfortant de découvrir que je pouvais encore être utile, que mes mains expérimentées créaient encore des plats qui apportaient des sourires à des visages fatigués. Un mercredi pluvieux, en revenant du marché, je vis une silhouette familière arrêtée devant mon immeuble. Adrien était là, maigre, avec des cernes profonds, tenant un bouquet de fleurs fanées qu'il avait acheté dans un magasin bon marché. Nos regards se croisèrent à travers la pluie fine qui tombait sur Bagnolet. Un instant, je revis le petit garçon que j'avais élevé, mais je vis aussi l'homme qui avait choisi de m'abandonner. « Maman !» dit-il quand je m'approchais de l'entrée de l'immeuble. Sa voix était rauque, fatiguée. « Puis-je... Pouvons-nous parler ?»« Bien sûr, mais ici, dehors. » Je n'étais pas prête à le laisser entrer dans mon sanctuaire, dans l'espace que j'avais construit loin de la douleur qu'il m'avait causée. Je voulais te demander pardon. Vraiment. Pas pour la facture d'électricité, pas pour les problèmes financiers, pour ce que je t'ai fait. Il tendit les fleurs fanées. Pour ce que j'ai fait à notre relation. Je regardais les fleurs sans les prendre. Adrien, tu m'as abandonné au pire moment de l'hiver parce que je gênais tes plans d'enrichissement rapide. Cela ne se répare pas avec des fleurs bon marché et des larmes. Je sais que j'ai tout gâché. Mais tu es ma mère. Être ta mère ne signifie pas accepter d'être traitée comme un objet jetable. Ma voix sortit ferme, sans colère, juste avec une profonde tristesse. J'ai appris quelque chose d'important ces dernières semaines, Adrien. L'amour-propre est aussi une forme d'amour.